À la découverte du collectif Femmes de Santé. Bonjour Constance Hamel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Femmes de Santé, ce sont 3000 femmes en France issues des milieux de la santé, medtech, soignantes, entreprises, associations. Vous me corrigez si je me trompe. Et ce collectif, vous en êtes la déléguée régionale Hauts-de-France. D'abord, avant qu'on parle de ce rendez-vous et d'autres thématiques, quelle est la raison d'être de Femmes de Santé ? La première intention de Femmes de Santé, c'est de créer un réseau de femmes qui sont sensibles au sujet de la santé ou qui agissent dans le milieu de la santé ou pour la santé des femmes en priorité, et qui a trois axes majeurs. La santé des femmes en premier lieu, le lien entre environnement et santé, et aussi l'égalité homme-femme dans le milieu de la santé. Oui, il y a de quoi faire encore. Mais Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et nous sommes 2 déléguées régionales. Et vous êtes 2 déléguées régionales, mais ça veut dire clairement qu'aujourd'hui encore, les biais de genre peuvent être néfastes dans de nombreux domaines, dont le soin. Plus que jamais. De quelle manière, par exemple ? Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai animé un colloque sur les minorités en entreprise et pas que, et intervenait un urgentiste de Montpellier qui est chercheur sur justement les biais de genre. Et il expliquait que si on montre une photo à un soignant d'un homme de 70 ans qui exprime sa douleur, d'une femme de 70 ans, un homme blanc de 70 ans qui exprime sa douleur, une femme blanche de 72 ans qui exprime sa douleur, une femme noire, un homme noir qui exprime sa douleur et une femme noire, eh bien, on croit l'homme blanc de 70 ans à 70%, quand on croit la femme noire à 35%. Donc, les biais de genre, les biais de couleur, les biais de handicap. Et alors, l'intérêt de Femmes de Santé, c'est que les femmes sont considérées comme des minorités. Mais ça paraît fou, on est en 2026 tout de même. Comment peut-on encore en être là aujourd'hui ? Eh bien, éduquons nos enfants, j'ai envie de dire, première chose, éduquons nos élèves, éduquons nos étudiants. Quand je suis allée voir cet urgentiste à l'issue de la conférence que j'animais notamment, je suis allée le voir en lui demandant, mais rassurez-moi, les internes d'aujourd'hui sont plus comme ce que vous décrivez. Il m'a dit, madame, vous seriez étonnée, c'est pire. Donc, je pense que plus que jamais, il faut... Mais alors, ce sont les campagnes qu'on voit, qu'on suit, ce sont juste des mots sans effet ? Mais je pense que c'est que le début de l'histoire. Et quand on voit les droits de la femme dans le monde entier aujourd'hui, ils ne sont pas du tout en train d'évoluer. Il y a des combats, mais on a la chance d'être dans un pays libre, ce qui n'est pas le cas de nombreux pays dans le monde. Vous organisez un événement, donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. Jeudi 26 mars prochain, je crois que c'est dans la matinée, ça se passe à la Canopie au 46 rue Négrier, c'est à Lille. Pour qui ? Pourquoi ? Alors, l'intention de ce premier petit déjeuner, c'est déjà de présenter le collectif Femmes de Santé, principalement, cette fois-ci, aux entreprises qui font de la santé une priorité, qui ont l'intention, à travers leurs services RSE, à travers les services RH, etc., de parler de la santé, de promouvoir la santé des femmes, d'associer peut-être l'environnement à la santé des femmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de présenter le collectif, un premier atelier, et de commencer à créer ce réseau de sororité sur les Hauts-de-France. Ça paraît une mission de service public. Pourquoi une telle association ? Pourquoi Alors, d'autres ? le collectif Femmes de Santé, c'est un collectif, bien parce que je crois qu'en tant que femme, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que si on attend le gouvernement pour agir, on attend le gouvernement, les lois, etc., ça va être un peu compliqué. Mais la santé des femmes, c'est pour moi, dans ma vision du monde, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et ce collectif permet au travers des ateliers, dont le premier sera la semaine prochaine, au travers des conférences, au travers des petits déjeuners, etc., justement de réfléchir à comment faire évoluer la santé des femmes dans le milieu du soin, mais pas que, et de proposer au ministère des actions concrètes. Vous avez employé il y a une minute le mot sororité, Oui. que certains peut-être découvrent ou redécouvrent. Qu'est-ce que vous mettez derrière ? Eh bien, c'est un groupe
de femmes et d'hommes alliés de ce groupe. D'ailleurs, on y intègre les hommes, hein, c'est pas que des femmes. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura quelques hommes. Donc, un groupe de femmes qui se soutiennent, qui sont en contact, qui partagent les mêmes problématiques pour définir ou pour réfléchir à des axes d'amélioration au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, voire étatique. Comment savez-vous si vous allez répondre à des besoins et quels sont ces besoins? Alors, personnellement, je dirige une association que j'ai créée qui accompagne les malades du cancer, dans lequel 80% des adhérents sont des femmes. En parallèle de ça, j'agis pour la santé des femmes dirigeantes en entreprise. Donc, je peux vous certifier qu'il y a un réel besoin de prendre soin de la santé des femmes, de sensibiliser sur la santé des femmes, l'environnement et l'égalité hommes-femmes. Puisque vous venez de la citer, l'association La Vie Kintsugi. Kintsugi, c'est ça qui accompagne donc patients, aidants et soignants à mieux vivre avec le cancer. Avant de parler justement finalement de sa finalité, de son travail aujourd'hui, un mot peut-être pour comprendre pourquoi vous êtes lancé là. C'est parce que vous avez vous-même été confronté avec votre fils quand il était étudiant, la découverte en décembre, je crois, juste avant 2016. votre anniversaire, d'une tumeur à la jambe. Alors aujourd'hui, il va bien, hein, mais c'est ce qui vous a fait vous relever les manches sur cette thématique. Absolument. Au fond de moi, j'ai toujours eu un sujet de vouloir accompagner. Je rêvais d'être inspectrice de police, hein, donc il y avait quand même ce petit sujet-là. Au moment où mon fils a été diagnostiqué de ce cancer et qu'il a dû être amputé de la jambe, c'est le moment. À ce moment-là, moi, j'étais dirigeante dans l'univers de la chaussure, pied. Et mon cerveau a bugué. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit non, mais si ma vie doit changer, c'est aujourd'hui. Et je trouvais qu'il manquait un maillon dans la chaîne de guérison que j'aurais aimé appeler life planner, comme un wedding planner ou un funeral planner, mais life planner, quand on vit avec la maladie, d'avoir quelqu'un qui est à côté de nous comme un Sherpa, qui va nous permettre d'aller où on veut aller avec ce qui nous est donné de vivre. Je trouvais que ça manquait, et donc j'ai créé cet asso et je l'ai appelé La Vie Kintsugi, comme l'art japonais de réparer une céramique cassée avec de l'or. Et votre fils Martin aujourd'hui va bien? Il va très très bien, Voilà. il prépare un voyage à vélo qui va durer 1 an, donc il va très très bien. Si c'est pas indiscret, comment en famille vous aviez traversé cette période? Je crois que vous l'aviez nommé Étienne, cette tumeur. C'est lui qui l'a nommé C'est lui qui Étienne. l'avait nommé pour identifier finalement ce mal. Comment on traverse ce genre d'épreuve? Eh bien, écoutez, le premier jour, j'étais sidérée. C'est grâce à un ami médecin qui m'a dit prépare-toi au pire, un peu comme la grenouille qui plonge dans l'eau bouillante. J'ai sursauté et je ne sais pas ce qui s'est passé, cette vitalité qui est venue de nulle part, hein, mais qui était là, qui m'a donné l'énergie de contacter tous mes amis en mode on va avoir besoin de vous les mois prochains, qui m'a donné envie de contacter tous les parents des amis de mon fils en mode vos enfants vont avoir besoin de vous les mois prochains. Et on a commencé à créer un groupe pour lequel on a fait des bracelets d'ailleurs. We all fuck Étienne. C'est pas très catholique, mais bon, c'est quand même la réalité. Et ça a marché. Et on en a fait un peu plus de 1000 sur 1 an. Et je crois que quand on m'a dit prépare-toi au pire, c'est le moment où je me suis dit mais il faut tout mettre en œuvre pour qu'il ait envie de vivre chaque jour jusqu'à ce qu'il y ait un miracle. Et il y a eu un miracle. Et ça va mieux. Vous avez parlé à l'instant de votre passage dans une entreprise de chaussures chez Saranza, dans la mode. Vous y étiez cadre dirigeante avec ses hauts, ses bas, c'est très haut, c'est très bas aussi, puisque vous avez à un moment donné décidé de quitter ce groupe, de sortir parce que vous aviez perdu le sens, le sens nécessaire pour venir travailler. Qu'est-ce que c'est le sens que l'on doit trouver dans son travail pour justement se sentir à la bonne place, au bon moment, au bon endroit? C'est amusant parce que je fais une formation sur le sens en ce moment, donc ça me parle beaucoup. Effectivement, j'ai perdu le sens parce que l'entreprise qui avait été en croissance pendant des années commençait à stagner, que tout le comité de direction était un peu en perdu sur que faut-il faire pour continuer à croître. Et moi, ma technique en tant que directrice des achats, c'était de dire il faut que les gens qui travaillent au sein de mon équipe aient envie de venir chaque matin, qu'ils aient de la joie au travail, à défaut d'être augmentés, à défaut d'avoir de bons résultats, mais qu'on ait de la joie à venir chaque matin travailler. Et ce qui a bien marché jusqu'au jour où la DRH en comité de direction a dit non mais l'équipe achat est beaucoup trop heureuse. Malgré des réalités qui sont difficiles. Voilà, et ça, je me suis posé un problème, je me suis dit donc, on doit se taire dans l'open space.
Fine, jusque-là, c'est OK. On doit partir à 18h30, 19h, sinon on n'est pas un bon collaborateur. Et en plus, on doit faire la gueule. Et ça a été un problème pour moi de sens. Je pense que on ne travaille jamais aussi bien que quand on est heureux. On n'est jamais aussi engagé que quand on est heureux de faire ce que l'on fait et que l'on est utile. Alors dans la chaussure, la notion d'utilité, à part chausser les gens, elle est assez moyenne. Mais Bon. ça, c'est aussi une relecture de votre parcours, parce que j'imagine qu'au moment où vous avez pris la direction, enfin, vous avez changé de direction le printemps, pas demain hein, qui commence, Mhm. mais le grand magasin, parce que vous vous ennuyez, vous le dites aujourd'hui en disant, voilà, je suis parti parce qu'il fallait que je parte, mais sur le moment, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est le bon moment de partir? J'imagine que ça n'a pas été facile en plus. Non. À ce moment-là, j'étais en plein divorce, ce qui Mm. n'aide pas. On me proposait, les personnes qui m'ont recruté au printemps m'inspiraient beaucoup. J'avais envie d'aller un peu plus loin et de mieux connaître encore le monde de la mode. Au printemps, j'avais davantage accès aux marques de luxe. Mais vous vous êtes ennuyé. Oui, le premier jour de mon activité au printemps à 9h30, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Mm. Quand j'ai eu la présentation de ma nouvelle directrice à toute l'équipe de qui j'étais, j'ai compris que j'étais pas à ma place. Ça, c'est une relecture, comme je le dis. Ça paraît aujourd'hui de regarder votre parcours et de dire, tiens, j'ai changé, puis après j'ai regretté. Au moment où on change, évidemment qu'on n'a pas envie de le regretter. Comment est-ce qu'on Mm. fait pour justement saisir le bon moment, la bonne porte qui s'ouvre, la bonne main tendue? Le projet qui m'a été vendu Hmm. m'a séduit. Le projet qui m'a été vendu, je pourrais vous dire l'augmentation de salaire aussi, mais c'est pas... accessoirement, quand on est en train de divorcer, ça peut aider. Et oui, le projet qui m'a été vendu, qui a été annulé le jour de mon arrivée. Pour en revenir à votre raison à la raison de votre présence ici, donc femme de santé, donc c'est le 26 mars prochain en matinée. Comment on s'inscrit si on a envie de participer ou où est-ce qu'on se renseigne? Eh bien, sur le site femmesdesanté.com, déjà, sur lequel tous les événements sont inscrits, première chose. Deuxième chose, sur LinkedIn, Hmm. sur la page Femmes de Santé ou sur la mienne. Je communique pas mal sur cet événement, donc voilà. Vous avez dit tout à l'heure, les hommes ont leur place. Ça veut dire que femme de santé n'exclut pas les Loin hommes. de là, Hmm. loin de là. Les hommes et les femmes sont aussi faits pour, et voire même tout à fait faits pour vivre ensemble. Et je pense que dans un contexte dans le contexte actuel, faire des hommes, des alliés de la santé des femmes est essentiel. Vous êtes aussi spécialisé dans l'accompagnement des femmes dirigeantes, justement, pour prendre soin d'elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une femme dirigeante, on ne sait pas prendre soin de soi? Le principe de la femme, ce qu'on constate des femmes aujourd'hui, c'est que elles se font passer en dernier. C'est qu'elles ont un corps qui est différent de celui des hommes, un corps qui a un cycle. Il y a des maladies totalement spécifiques à celles des femmes. Elles ont, en plus, depuis qu'elles travaillent et depuis qu'elles dirigent, une charge mentale, un stress qui est nouveau par rapport aux décennies, voire au siècle d'avant. Et donc, le tout cumulé fait que certaines maladies augmentent plus vite chez la femme que chez l'homme, que le taux de mortalité augmente plus vite chez la femme que chez l'homme, que les femmes ont un réel retard au diagnostic et que les femmes font d'elles la dernière roue du carrosse. Donc mon job, dans cette partie prévention, c'est de les sensibiliser à leur bien-être comme une priorité. Mais par exemple, qu'est-ce que les femmes dirigeantes ne savent pas faire que les hommes savent faire dans la manière de prendre soin d'elles? Les femmes ont cette croyance qu'elles peuvent faire déjà plusieurs choses à la fois. Ce qui peut être vrai parfois. Ce qui peut être vrai parfois. Mais ça, c'est une première chose. Et il y a des études qui ont été faites pour les urgentistes qui font plusieurs choses à la fois. Et il a été montré qu'un urgentiste qui pratique la pleine conscience, par exemple, qui prend le temps de respirer, est plus à ce qu'il fait, est beaucoup plus présent et fait moins d'erreurs que celui qui continue, qui ne médite pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que de la méditation, mais c'est sensibiliser la femme d'abord à faire d'elle la priorité. Ce n'est pas honteux. C'est le principe de la sécurité en avion. C'est de faire d'elle la priorité, qu'elle préserve son énergie, sa vitalité pour qu'elle puisse la transmettre aux autres sans suragir, sans surinvestir son activité. Aussi, des femmes qui nous écoutent se retrouvent peut-être dans les mots que vous dites, et certains hommes se disent, mais ah bon? Vous leur dites quoi?
Eh bien, comme je le fais en conférence quand je parle de la santé de la femme, je montre le corps de la femme à 25 ans jusqu'à 65 ans, le corps de l'homme à 20 ans jusqu'à 65 ans. Et on observe que si l'homme va prendre un peu de ventre, perdre quelques cheveux, etc., la femme, elle aura eu X cycles de 1 mois, elle aura eu 1,9 grossesse, elle aura peut-être eu un parcours PMA, elle aura peut-être eu un SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, elle aura peut-être eu une fibromyalgie. Et tout ça, aujourd'hui, en entreprise, on n'en parle pas. Vous proposez des tips dans votre rendez-vous pour justement prendre soin de soi? Exactement. Premier, je ne vais pas Non. tout divulguer, mais le premier, ça pourrait commencer par, et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, c'est le premier acte de santé que l'on peut faire, c'est de respirer. Tout simplement. Tout simplement, et 100% des gens que j'accompagne sont en apnée. Merci beaucoup Constance Hamel, fondatrice de CAPSE et de l'association donc La Vie Kitsugi dont on vient de parler, qui accompagne patients, aidants et soignants à mieux vivre avec le cancer. Mais vous étiez là pour parler du collectif Femmes de Santé qui organise donc la semaine prochaine, un jeudi matin, son rendez-vous dans la région. Femmes de Santé, ce sont 3000 femmes en France, issues des milieux de la santé, medtech, soignantes, entreprises, associations. Merci à vous d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci de m'avoir accueilli.